funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Je préfère l'adoption par l'inconnu. Simplement parce que quand on est adopté par un membre de la famille, quand ça reste très national, si les familles sont en difficulté dans un pays, dans un environnement, c'est parce que quelque part, il y a une problématique dans cet environnement. Aujourd'hui, on a l'impression que dès lors où ceux qui vivent en Occident ont suffisamment d'argent, ils ont la possibilité de faire le choix. Peut-être que M. Wellington envoyait plusieurs photos à des familles en disant « Regardez, quel est le bébé que vous préférez ?» Moi, je voudrais avoir une pensée pour toutes ces mamans. Il ne faut pas oublier les papas qui se sont vus arracher leurs enfants, pour toutes ces mamans qui les recherchent depuis des années, qui ne savent pas où il est, s'il est mort ou pas. Derrière chaque sourire d'enfant sauvé par une ONG, chaque campagne de dons, chaque discours humanitaire, se cachent parfois des vérités plus sombres qu'on ne l'imagine. Les rapports Nord-Sud, marqués par des déséquilibres économiques et symboliques, placent trop souvent les enfants du Sud au cœur d'un système d'aide, qui peut devenir un système de contrôle. Adoption opaque, orphelinat surmédiatisé, aide conditionnée, une industrie de la comparaison s'est structurée, parfois aux dépens des plus vulnérables. Alors, quand on prétend sauver ces enfants, est-ce vraiment pour les aider ou pour mieux les déplacer, les façonner, les posséder? Pour répondre à ces questions, nous accueillerons 4 invités engagés et lucides. Jessica William, docteure en psychiatrie, spécialiste des traumatismes transgénérationnels. Bonsoir. Bonsoir. Donc Jessica William, médecin psychiatre engagée dans la reconstruction psychique des personnes ancestralement concernées par l'esclavage et la colonisation. Je vais rebondir sur les sujets abordés par nos invités et je suis ravie d'être là. Elle nous aidera à comprendre comment l'histoire collective et l'intervention extérieure façonnent l'identité psychique des enfants du Sud. Christian Kamchweng, entrepreneur et auteur de littérature jeunesse. Bonsoir. Bonsoir, je suis Christian Kamchweng, écrivain et chroniqueur ce soir. Je vais rebondir avec plaisir sur la thématique de la soirée. Il milite pour des représentations positives et autonomes de l'enfance africaine, loin des clichés misérabilistes. Et avec nous ce soir, Arnaud Puinet, adopté au Brésil dans des conditions troubles, en quête de ses origines. Bonsoir. Bonsoir, Arnaud Puinet, créateur du collectif Adopté de Fortaleza, et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et pour Arnaud Puinet, bien entendu, son parcours révèle des dérives systématiques et certaines adoptions internationales que l'on connaît, qui aujourd'hui finalement impactent un certain nombre d'enfants. Et avec nous, nous avons aussi Miss Ingrid, coach sophrologue, fondatrice de l'ONG Women's Story. Bonsoir. Merci, Miss Ingrid, présidente fondatrice de l'ONG Women's Story, entrepreneuse sociale, marraine d'orphelins et enfants de la rue. Merci d'être là. Et Miss Ingrid, elle agit sur le terrain pour accompagner les enfants et les femmes vulnérables et pose un regard sans filtre sur les ambiguïtés de l'humanitaire. Bienvenue dans les funérailles des tabous, là où on ne contourne pas les vérités inconfortables, mais plutôt on les regarde en face et surtout, on les dit. Alors, pour commencer cette émission, on va déjà commencer avec Arnaud. Tu as un parcours extraordinaire. Si déjà on peut commencer par le début, à partir de quel moment tu es adopté? Alors moi, j'ai été adopté à Fortaleza, dans le nord-est du Brésil, en 1988, en novembre 88, par une famille française qui est venue directement au pays me chercher via un intermédiaire qui s'appelle Wellington. Donc je dis son nom volontairement parce que c'est une personne qui peut revenir assez régulièrement dans nos histoires. Alors, Wellington, c'est pas le nom d'une association, c'est vraiment une personne. C'est une personne. Ok. Pour retracer un petit peu, dans les années 80, l'adoption pouvait se faire par des OAA, des organismes assermentés pour l'adoption, ou par démarche individuelle. Donc, c'est-à-dire que les postulants à l'adoption avaient un agrément délivré et et ils avaient le choix de passer par des OAA ou des intermédiaires privés, qui souvent étaient des traducteurs, des avocats. Et ces personnes-là prenaient contact avec les parents dans les pays d'origine,
France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, États-Unis, Israël, la liste est longue. Et une fois l'agrément délivré aux parents, voilà, ils les appelaient. Ce qui s'est passé pour mes parents, par exemple, 9 mois, 10 mois, assez rapidement, 1 an, pour leur dire qu'un enfant était disponible. Voilà, après, l'enfant est pris dans l'engrenage de l'adoption. Pour mon cas, je dirais que je vais dire la version officielle qui est dans mon dossier d'adoption. J'ai été trouvé devant la porte d'une dame qui s'appelle Luciana, qui m'aurait trouvé, a priori, avec mon cordon ombilical. Et elle aurait signalé l'enfant, elle aurait confié l'enfant à une nourrice dont je ne connais pas l'identité. Et puis après, voilà, il y a une période. Donc la version sur papier. C'est la version sur papier. Et la version réelle? Et la version réelle, donc moi j'ai fait des enquêtes de voisinage. Et il s'avère que j'ai retrouvé cette dame. Et elle dit qu'elle m'aurait confié à un couple de médecins très riches qui lui aurait offert des cadeaux. Donc elle aurait confié le bébé directement au médecin. Et sauf que mes parents ne sont pas médecins. Mes parents n'ont pas offert de cadeaux. Donc je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais la version officielle dans mon dossier d'adoption, est-ce que me raconte cette dame, ne coïncide pas. Ok. Et donc là même au niveau de ton âge même, tu as quand même des doutes. En fait, il y a peut-être un intervalle, mais même au niveau de ton âge, il y a encore des doutes, quoi. Tout à fait. Donc ma date de naissance, c'est le 4 juillet 88. Ça, en fait, c'est la semaine à laquelle cette dame-là, Luciana, m'a trouvé. Elle me dit que j'avais 15 jours. Donc je serais probablement né plutôt en juin. Et quand je regarde les photos que mes parents ont prises en novembre 88, je ne ressemble pas à un bébé de 5 mois, je ressemble à un bébé de 7 mois. 7 mois, 8 mois, j'ai 2 enfants. J'arrive à comparer un petit peu les gabarits. Voilà. Il y a encore pas mal d'interrogations, comme. Tout à fait. Ok. Bonjour à tous, c'est Alison des Funérailles des Tabous. Comme vous le savez, certaines histoires ne doivent plus rester dans l'ombre. Elles peuvent prévenir, elles peuvent inspirer, guérir ou réveiller une vérité que beaucoup n'osent pas ou n'osent plus dire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous lançons un appel à témoignage. En effet, si vous avez vécu une histoire forte, bouleversante ou tout simplement porteuse d'un message essentiel, si votre parcours peut éclairer, sensibiliser ou protéger d'autres personnes, alors, s'il vous plaît, partagez-nous votre histoire. Nous voulons vous entendre. C'est la raison pour laquelle les histoires retenues feront l'objet d'émissions spéciales et vous serez invités directement sur notre plateau pour les partager avec la communauté. Donc, pour ce faire, envoyez-nous un mail, votre témoignage ou un simple message de présentation. Pour ce faire, vous nous l'envoyez à l'adresse lesfunéraillesdestabous@gmail.com. Je répète, lesfunéraillesdestabous@gmail.com, car votre histoire mérite d'être entendue. Et ensemble, comme d'habitude, nous continuerons d'enterrer les tabous. Merci pour votre attention, à très vite. Alors, sur le cas de l'adoption, enfin sur les parents, est-ce que les parents, ils sont passés via quoi? Via un organisme finalement? Enfin, vous avez expliqué un petit peu, ils reçoivent les informations, on leur dit qu'à un moment donné, il y aura potentiellement de la disponibilité. Mais quel a été le processus pour vos parents finalement, pour vous avoir? Alors, là, je parle bien des adoptions qui se sont passées dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, l'adoption ne se passe pas comme ça. Mais à l'époque, il y avait un espèce de vide où les parents pouvaient aller chercher des intermédiaires très facilement. Il y avait des groupes de parents adoptants, de futurs adoptants, des lobbies de parents qui avaient des listes de traducteurs, d'avocats, de crèches, d'orphelinats à contacter dès qu'ils avaient l'agrément. Moi, mes parents ont choisi une personne qui avait déjà envoyé un bébé en France dans la famille. C'est-à-dire que c'est un nom qui avait une connaissance, qui connaissait le fameux Wellington. Et voilà comment ça s'est fait. Et cette liste, elle est donnée par le pays
où est originaire l'enfant, ou c'est quoi? C'est le consulat de France? C'est qui fait cette liste? Ça, c'est des informations que j'ai pas forcément. Euh, Il y a des associations de parents qui se constituaient à l'époque, et c'est eux directement qui fournissaient la liste. Donc je ne sais pas véritablement qui donnait les noms de ces personnes-là. Par contre, le fameux Wellington venait en France aux frais des futurs parents adoptants euh, pour faire une enquête sociale, on va dire, de la famille, pour voir un petit peu dans quel cadre l'enfant allait être déposé. Mais quand je creuse un petit peu, je me rends compte qu'il cible un petit peu les familles. On peut remarquer que généralement, les enfants adoptés sont quand même dans des familles, sont tombés dans des familles de classe moyenne, aisée. Et donc, du coup, il sait très bien à qui il a affaire. Ils savent très bien, voilà. Avant de partir au Brésil, il leur dit, vous venez avec 10 000 euros, enfin 10 000 dollars en cash, vous venez avec 5 000 euros, 5 000 dollars en cash. Mais il sait très bien à qui il a affaire. Donc là, il faut on est dans les funérailles de Tabou. J'essaie juste de comprendre, parce qu'il y a 5 000 dollars en cash. Est-ce que ce cash empêche les investisseurs? Enfin, est-ce qu'il enquête vraiment est-ce qu'il enquête ou il enquête pas? Vous me donnez 10 000 euros et puis basta, je vous donne l'enfant, ou il enquête quand même un peu? Alors, il va, comment dirais-je, je parle vraiment, c'est mes parents qui m'ont raconté tout ça. Ouais. Et je connais aussi, dans le cadre du groupe Adopté de Fortaleza, on a des retours d'autres parents également. Il vient aux frais des parents, du coup, des futurs parents adoptants, et il fait le tour des familles. Moi, mes parents sont partis au Brésil avec une famille originaire d'Italie, une famille originaire de Belgique. Donc, voilà, faut payer les transports, etc. Donc, ça est inclus dedans. Et c'est avant de partir, une fois que mes parents étaient au Brésil, il leur a dit, vous venez avec 5 000 dollars au Brésil. Et quand vous repartirez, vous n'aurez plus rien en poche. Voilà comment ça se passe. Donc, les parents ont payé tout là-bas, l'hôtel, la nourriture, la nourrice, le juge, le traducteur, l'avocate, bref, il y a comme ça une espèce de constellation d'intervenants qui vient et qui prend son billet voilà, à chaque niveau. Et donc, pour vos parents, il n'y avait rien de louche. Pour eux, c'était une procédure normale, ou eux se doutaient déjà qu'il y avait quelque chose de louche, mais peut-être qu'il y avait le besoin d'avoir l'enfant qui les drivait quand même. Ah, c'est une très bonne question. Quand je leur demande, ils ont vu des choses louches. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le témoignage des personnes adoptées. C'est que les parents ont été mis sous pression sur place. Ils ne devaient pas dire qu'ils allaient adopter des enfants. Il y a des parents qui témoignent quand ils sont arrivés à l'aéroport, on les traitait de voleurs d'enfants. Il y a des parents qui disent qu'ils ont été abusés sur place là-bas. Ma maman, par exemple, avec le fameux Wellington, est restée dans la chambre parce que mon père était parti et le monsieur lui aurait fait des avances. C'est un système qui est vraiment très huilé et qui a, oui, traumatisé certains parents, même si je ne veux pas les faire passer pour des victimes, mais en tout cas, qui les a muselés d'une certaine manière. Et voilà, ils se sont mis des œillères. Nous, on va repartir avec notre enfant. Et juste un point pour rebondir un peu sur l'aspect psychologique, Jessica. Aujourd'hui, justement, lorsqu'on a peut-être des parents qui sont potentiellement en manque, est-ce que ce manque pourrait traduire à un moment donné la négligence finalement de choses qui devraient se faire? C'est-à-dire qu'on a tellement besoin, tellement envie d'avoir un enfant, on a tellement envie de garder l'enfant, qu'au final, on en est à ce point de finalement faire un certain nombre de choses avec des personnes qui peut-être ne respectent pas le droit des enfants, ne respectent aucun droit d'ailleurs. Ce serait difficile de répondre à ça comme ça, mais en tout cas, ce qu'on entend dans votre témoignage, c'est qu'une fois que les parents ont mis le pied dans la démarche, ça paraît compliqué d'en sortir. Et effectivement, il y a l'objectif d'aboutir à un projet qui, déjà, on le sait, est une procédure longue pour obtenir un agrément. À quel moment est-ce que ces personnes auraient pu sortir du processus une fois des malversations? Ça part. En tout cas, on entend qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'emprise là qui s'est mis en place. Donc, on sait très bien qu'après les processus d'emprise, les personnes qui sont à l'œuvre vont jouer sur le besoin des parents d'aboutir au projet
de l'adoption. Et donc, quelque part, c'est comme une prise d'otage en quelque sorte. Moi, de mon point de vue, je dirais plutôt ça. D'accord. Non, moi, ce qui m'avait choqué aussi, c'est on les a traités de voleurs d'enfants. Ouais. Mais on les a traités de voleurs d'enfants à leur arrivée ou à leur départ? C'est-à-dire quand ils vous avaient déjà ou... À leur arrivée. À leur arrivée à l'aéroport. Parce que dans les années 70, il faut savoir que le contexte du Brésil était un petit peu complexe. On sortait de 20 ans, plus de 20 ans de dictature militaire, 85, la fin de la dictature. Pauvreté extrême, une sécheresse énorme, beaucoup de mouvements de population. C'était un contexte vraiment très, 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 très compliqué. Et dès les années 70, il y a des voix qui commençaient à s'élever de familles biologiques, de familles d'origine au pays, qui disaient attention, là, ça ressemble à du trafic d'enfants qui est en train de se passer. Donc ça, c'est une chose. Et en France, dans les années, milieu des années 60, 66, 67, il y a eu, pour l'adoption nationale, donc sur le territoire français, l'obligation de faire des enquêtes sociales de la part de l'ASE, chose qu'il n'y avait pas pour l'adoption internationale. Il était très compliqué d'adopter des enfants sur le territoire français, et il y a eu cette porte-là, l'adoption internationale qui s'est ouverte, où c'était plus rapide. On avait des enfants petits. Vous pouvez sélectionner un peu. J'ai pas envie d'un bébé noir. C'est ce qui se passe aussi. Adopter un enfant noir au Brésil et un enfant noir du Mali, dans la tête de certains parents adoptants, c'est pas la même chose. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu pour... quand je parle de nous, c'est de nos adoptions au Brésil, c'est que les parents voulaient des enfants souvent à la peau claire, petits, un mois de naissance, des cheveux pas trop texturés, comme on dit. Voilà, il y avait tout quelque chose aussi de cet ordre-là à l'époque. Je rebondis juste pour dire que ce sur quoi on n'a pas forcément insisté jusqu'à présent, c'est que quand même, vous parlez de la démarche d'adoption qui se passe dans des conditions plutôt mafieuses, mais c'est surtout que là, il est quand même question d'enfants qui auraient été arrachés à leur famille, c'est-à-dire qu'on parle en face de familles qui n'étaient pas dans un processus, elles, de confier leurs enfants à un système d'adoption. Complètement. Voilà, je pense qu'il faut quand même souligner que derrière ces systèmes mafieux, il y a des milliers de familles qui se sont vues arracher leurs enfants et des milliers d'enfants qui se sont vus arracher à leur famille. Ouais. Alors, mais je poserai quand même la question à Miss Ingrid. On parle là justement de personnes qui se sont vues arracher à leurs enfants, mais il y a aussi des gens qui parfois se sont vus vendre leurs enfants parce que la souffrance est extrême. Et Miss Ingrid, vous qui connaissez un petit peu ce monde-là, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'il y a aussi des gens qui finalement font le choix, de par la pauvreté, finalement, d'accepter une certaine somme d'argent pour que leur enfant parte? Alors, c'est clair et puis c'est très pertinent ce que vous venez de dire. Étant marraine d'enfants de la rue, parce que j'ai grandi en Afrique, j'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 15 ans. Je suis arrivée en France à 15 ans. Et j'ai toujours eu justement l'habitude d'aider les enfants qui n'avaient pas de quoi manger, qui n'étaient pas du tout en possibilité d'être encadrés par leur famille. Donc, je m'amusais à prendre des enfants chez les voisins et de les ramener à mes parents pour pouvoir les nourrir. Donc, aujourd'hui, j'ai un peu suivi la mission que j'ai depuis petite. Et on a 2 cas de figure aujourd'hui au niveau des associations parce que j'ai une ONG, Women's Story, donc autour de la femme, qui dit femme, dit l'enfant. Et dans cette ONG, dans la mission que je porte aujourd'hui, on a les 2 cas de figure. La première, c'est celle où justement les familles n'ont pas les moyens et on le voit tous les jours dans les médias, je le vis tous les jours. On m'appelle souvent pour me dire on a un enfant qui a été délaissé aujourd'hui devant une porte, devant un hôpital, en plein dans les fosses septiques, enfin tout et n'importe quoi, qui des fois viennent des jeunes filles qui ont eu des enfants sans dire à leurs parents ou encore des parents qui ont eu des enfants et qui ne peuvent pas les accompagner. Ça, c'est le premier cas de figure, qui est peut-être celui qu'on a fait vendre à votre famille, enfin à votre histoire. Puis on a le deuxième cas qui est celui de j'ai mes enfants, j'ai le mari qui décède, je ne peux pas assumer, donc je suis obligée de me séparer de 2, 3 enfants et donc du coup de les poser dans une association. La question tout de suite que moi j'ai envie de lui poser, c'est alors effectivement peut-être que ces 2 cas-là sont des cas plausibles qu'on vit au quotidien. Pour moi, est-ce que comment vous avez vécu une fois que l'enfant soit adopté, arraché à sa famille, ça c'est un fléau, c'est un délit, ça on est d'accord.
je refuse souvent de croire complètement que les familles ne sont pas toujours au courant. Parce que souvent, ce qui me choque, c'est l'encadrement qui se fait autour d'une femme qui accouche. Je parle peut-être surtout de l'Afrique, hein, dont j'accompagne. Souvent, quand une femme se retrouve à l'hôpital, les infirmières, le personnel médical connaissent un tout petit peu sa situation, parce qu'il y a quand même un suivi pendant 9 mois. Et souvent, c'est vrai, il y a ce trafic-là qui existe, ça existe beaucoup en Afrique, mais souvent aussi, ça dépend aussi de ce que la personne dit aux infirmières, ce qu'elle partage, et de comment est-ce que ça se passe au niveau de l'accouchement. Donc, l'enfant peut être pris et être déposé, être vendu sans que la maman ne soit au courant. Comme des fois, la maman peut être au courant parce que finalement, elle a un gain à la fin. C'est 2 situations qui, des fois, on cache l'une pour l'autre. Après, l'autre qui est celui... Moi, je parle en Afrique. Sincèrement, moi, je voulais pas avoir d'enfant. J'avais dit que j'accoucherais pas. J'en ai 3 aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Mais au départ, je voulais adopter parce que je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont en difficulté. Il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas être encadrés par leurs parents et donc l'adoption peut être une solution. Après, aujourd'hui aussi, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de trafic, je pense, c'est parce que les orphelinats sont bordés d'enfants. Ils n'ont plus de place et que finalement, ils doivent quelque part se débarrasser des enfants pour pouvoir faire de la place et surtout que les institutions ne nous aident pas beaucoup. Ils ne nous aident pas. Moi, par rapport à mon ONG, ça fait 7 ans que je l'ai, ça fait 7 ans que je me bats toute seule. Ça fait 7 ans que j'ai pas de subvention, mais que j'accompagne les enfants à l'international. J'accompagne les enfants de la rue, parce que encore, c'est autre chose. On a les enfants de la rue, ils sont pas adoptés, ils sont délaissés, ils sont dans la rue. Et on a les orphelins qui, eux, finalement, sont délaissés quelque part parce qu'ils ont plus un parent, quelque part parce que les parents ne peuvent pas les accompagner. Donc, je pense que l'adoption a ses défaillances, beaucoup de défaillances, surtout nous au niveau de l'Afrique. Mais je pense que c'est aussi un moyen de sauver certains enfants qui sont vraiment en difficulté. Oui, alors là, effectivement, on parle de sauver, mais je pense que pour le cas de M. Wellington, si c'était sauvé, tout se ferait administrativement de manière correcte. Et il aurait peut-être certainement pas demandé à ce qu'il y ait du cash qui puisse arriver. Mais vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait une autre personne dans votre famille qui était dans le même cas, enfin, qui finalement avait été adoptée. Qu'en est-il de cette personne? Est-ce que c'est un peu dans votre cas de figure qui n'a pas non plus de traçabilité sur ses parents? C'est le même cas de figure. Idem, trouvé devant une porte à la même période. Alors, je voulais revenir sur le mot orphelin. Je crois que on a créé beaucoup d'orphelins aussi. Alors, je rejoins tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. Au Brésil, on a même ce qu'on appelle l'adoption à la brésilienne, c'est-à-dire que avant le déferlement des Européens sur le continent pour adopter, l'adoption était pratiquée, mais de manière un peu informelle. Une maman qui n'arrivait pas à élever ses enfants, l'oncle il prenait l'enfant, et parfois l'oncle, par acte notarié, adoptait son neveu, ou même comme ça. Donc c'était une pratique qui était courante. Ça restait quand même familial. Ça restait quand même familial. Là où ça commençait à être compliqué, en France, dans les années 66, on a instauré 2 systèmes d'adoption, l'adoption simple et l'adoption plénière. L'adoption simple va garder les liens avec la famille d'origine et l'adoption plénière va couper les liens. Et c'est particulier parce que la personne adoptée va être considérée comme le fils biologique de ses parents adoptifs. Donc moi, sur mon acte de naissance, mes grands-parents sont Du coup, les parents de votre mes parents. Donc, j'ai pas mon nom d'origine. Je m'appelle Arnaud, un prénom que les Brésiliens n'arrivent même pas à prononcer au pays. J'ai pas du tout de filiation d'origine. Je ne parle pas ma langue. J'ai été déraciné de mon pays. Et je suis comme une coquille vide. On peut parler d'acculturation, puisque je n'ai pas les codes quand je vais là-bas. Donc, c'est cette violence-là que moi, je veux mettre en lumière. Mais effectivement, dans mes recherches, je suis en contact avec des mamans qui recherchent leurs enfants disparus. Et effectivement, il y en a qui disent « Je ne pouvais pas à l'époque m'en occuper. On m'a dit que je pouvais placer l'enfant et que je le reverrais tous les 15 jours. Je suis revenu au bout de 15 jours, il était là. Et au bout d'un mois, l'enfant avait disparu. » Il y a des femmes qui disent « Mon père... » Vous avez encore l'air ému quand vous en parlez. Mais oui. Tout à fait, c'est quelque chose qui marque à vie. Je pense que ça laisse des traumatismes irréversibles, forcément.
Aujourd'hui, vous êtes encore en quête, enfin, à la recherche toujours. Ah, bien sûr, c'est une de mes missions, je le fais pour moi, je le fais pour ma fille, et je le fais pour ma famille biologique, parce que je sens au fond de moi que je ne suis pas orphelin et que je n'ai pas été abandonné. Donc voilà, c'est une quête que j'essaie de mener tant bien que mal. Mais Et vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, finalement, un peu comme d'être brisé 2 fois sur votre histoire, puisque vous dites donc vous êtes du Brésil, forcément donc afro-descendant. Ça veut dire que d'abord, vos ancêtres quelque part ont été arrachés de leur terre et se sont retrouvés au Brésil. Et puis finalement, vous, encore une fois de plus, arrachés de vos terres du Brésil, à vous retrouver sans repère. C'est-à-dire que vous êtes comme finalement une personne arrachée de ses terres, mais fois 2, j'ai envie de dire. Et comment est-ce que vous le vivez au quotidien? alors, j'ai fait un test ADN il y a très peu de temps, et c'est vrai qu'on retrouve ce triangle-là, avec Europe, Afrique, Amérique. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, ça m'a sauté aux yeux que cette histoire-là, qu'on m'a pas forcément transmise, je la porte en fait en moi. Et c'est vrai que c'est très violent. Et dans mes lectures, c'est vrai que j'avais pas pris du recul, mais cette thématique de l'esclavage, de la déportation, est omniprésente. Je m'en rendais pas compte. J'écris beaucoup. C'est toujours en toile de fond. Ce déracinement, voilà, c'est quelque chose que je porte en moi et que j'ai eu du mal à nommer au début. Mais effectivement, force est de constater que je suis issu de cette histoire-là. Et vous avez enquêté sur ce monsieur Wellington, enfin un peu sur ses pratiques finalement, pour savoir si c'était un habitué des faits et qui inventait des scénarios pour des familles alors qu'ils arrachaient peut-être des enfants. Ouais. Alors j'ai eu du mal à le retrouver, mais je l'ai retrouvé. J'ai pris contact avec lui. Je dois avouer que dans un premier temps, j'ai dû l'appeler tonton pour qu'il y ait une relation de confiance qui se noue. Et dès que j'ai commencé à creuser un petit peu trop, il m'a dit, écoute, si tu es là, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Arrête de chercher plus loin. Moi, je n'ai pas du tout d'informations sur ce qui s'est passé. J'étais juste un traducteur. Ah. Et en contactant des ONG comme le Service social international, ils m'accompagnent dans mes recherches. Ils m'ont dit, ne donnez pas trop d'informations à cette personne-là. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'ACAF au Brésil, suite à la Convention de l'Haye en 93. C'est un corpus de textes qui a un petit peu encadré l'adoption internationale. Et l'une des mesures, c'était que chaque pays crée une structure qui centralise ces adoptions internationales. Là, au Brésil, ça s'appelle l'ACAF. En France, c'est l'AMAI. Et donc, du coup, le Service social international qui m'accompagne travaille en partenariat avec l'ACAF. Et ils m'ont redit de ne pas trop parler à ce monsieur-là, de ne pas trop lui donner d'informations, parce que lui-même, il a amené tellement d'enfants en Belgique, Italie, France, qu'il me demandait de lui envoyer mes papiers d'adoption. Bref, beaucoup d'informations. Ou peut-être que lui-même sait aussi les organismes qui sont peut-être en relation avec ces réseaux. C'est possible. Parce que ça peut aussi être dans ce sens-là. On sait qu'il y a un certain nombre d'organismes qui viennent, notamment dans des pays du Sud, donc que ce soit en Afrique ou en Amérique, qui viennent mentir, qui viennent pour nous aider, et au final, c'est parfois pour emmener des enfants. Ouais. Donc, est-ce que vous avez aussi vu les choses sur cet angle-là? Est-ce que, quelque part, vous vous êtes dit, mais finalement, même ces organismes-là, pourquoi leur faire confiance? En fait, je suis assez démuni face au silence des institutions de manière générale, que ça soit en France ou au Brésil, parce que demander son dossier d'adoption à ses parents adoptifs, c'est parfois compliqué, parce que les parents, des fois, ne veulent pas entendre parler de cette histoire-là. Dans mon cas, j'ai eu plutôt de la chance. Ils étaient, je ne vais pas dire ouverts. On m'a jamais passé mon dossier d'adoption, mais on m'a dit, si un jour tu as besoin, voilà, il est là. Donc, j'ai récupéré ce dossier d'adoption-là, mais pour moi, il n'était pas complet. Donc, j'ai essayé de demander, on appelle ça le digarchivage du dossier d'adoption. Je l'ai fait auprès de la MAI. J'avais qu'une demande de visa. Voilà, on m'a retourné qu'une demande de visa. Au Brésil, ça fait plus d'1 an que j'ai fait la demande et que je n'ai pas de retour. Ils ont bien accusé, ils ont bien réceptionné mon dossier, mais c'est tout. Donc aujourd'hui, pas d'informations du tout. Alors, je suis très ému en fait, parce qu'on le voit, on voit que c'est important, il y a un problème d'identité. Et c'est vrai qu'il y a une autre partie de moi qui me dit, bon, je fais des probas, je me dis, ok,
il sait pas d'où il vient. Mhm. Et des fois, on n'a pas conscience aussi de ce qui aurait pu être. C'est toujours facile finalement, entre guillemets, hein, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est toujours facile de se dire que bon, on a été arraché, mais on ne sait pas finalement à quoi. Et on ne sait pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une partie de vous qui vous dit quand même, j'ai été chanceux? Je peux pas dire que j'ai été chanceux. Je remercie Dieu parce que j'ai eu des parents qui m'ont aimé. J'ai reçu de l'amour. J'ai construit une famille. Je suis en bonne santé. Donc vraiment, moi, je remercie le ciel pour tout ça. Je peux pas être chanceux d'avoir été séparé de ma famille biologique. Ça, c'est une chose que j'ai du mal à dire. Par contre, c'est évident que moi, je suis tombé sur des parents qui m'ont inculqué des belles valeurs. Parmi les personnes avec qui je suis en contact dans le cadre du collectif adopté de Fortaleza, des personnes sont brisées parce que des parents se sont séparés, parce qu'ils ont été victimes de maltraitance. Beaucoup ne parlent plus à leurs parents adoptifs. Ils ont préféré couper les liens. Et là, il y a zéro identité. Là, je pense que là, c'est Ouais. compliqué. Mais Christian, tu parles un peu du fait qu'il soit chanceux. Enfin, il n'est pas né en 44 à Hiroshima ou à Nagasaki. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'un enfant qui naît dans des pays du Sud, est-ce que finalement, il a systématiquement moins de chance et qu'on devrait parfois voir les choses dans ce sens-là? Non, c'est peut-être le côté romancier qui se dit toujours, il y a du conditionnel. Et on donne toujours du pouvoir au conditionnel. Quelqu'un qui vous dit, ah, si, ceci, cela, si. Et donc, on remercie, enfin, c'est pas qu'on remercie pas assez, mais on donne peut-être pas assez de valeur à ce qui a été. Moi, excusez-moi de dire encore le terme chanceux peut-être, mais en comparaison à d'autres familles, il y a eu tellement d'histoires avec des ONG où finalement on abusait des enfants, etc. Et je suis content, entre guillemets, que vous ayez pu avoir de l'amour, que vous ayez pu construire finalement un individu avec des valeurs. Et je vois bien que il y a un problème identitaire, c'est peut-être le problème psychologique aussi qu'il faut analyser. Mais j'aime à dire que des fois, il est bon d'apprécier ce qu'on a. Et je ne remets pas en cause votre souffrance et la souffrance derrière votre association et vos initiatives. Mais quand je pense à des ONG, à des problématiques qu'il y a eu avec ces enfants aussi de la rue que tu as dans des enfants qui ont été abandonnés ou des enfants qui ont été vendus ou des enfants Chasse. ouais, voilà. Donc il y a beaucoup de problématiques et c'est vrai que je me dis ben oui, il y a quand même ce côté où oui, j'ai eu de la chance ou voilà. Alors, une question avant que j'arrive à Jessica, c'est à quel âge vous avez su que finalement vous étiez adopté? 6, 7 ans. Assez tardivement, mais après, je pense que c'est les autres finalement qui m'ont fait prendre conscience que j'étais adopté. Moi, je ressemblais a priori à un arabe. Très rapidement, au CE1, ça l'arabe, ça boumule, rentre dans ton pays. Donc, c'est des choses qui ont un peu engagé la conversation avec mes parents. Et très rapidement, ils m'ont dit de manière assez solennelle que ma mère m'avait abandonné et que c'était un geste d'amour. Et que voilà, ils étaient là pour moi. Tout ça en me montrant des livres d'Indiens d'Amazonie, en me disant que c'était mes ancêtres. Voilà. C'est les souvenirs que j'ai. Je voulais vraiment rebondir parce que depuis tout à l'heure, quand il parle, je voulais absolument te poser cette question. Quand j'ai envie de lui dire, mais comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que finalement, dans cette famille d'accueil, il y a eu de l'amour et vous avez répondu? Et je rebondis quand Christian dit chanceux, parce que oui, ça reste une chance. Simplement parce que aujourd'hui, on condamne beaucoup comment dire, l'adoption à l'international. On veut favoriser l'adoption internationale et moi, je suis contre ça. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que quand on est adopté par les membres de la famille, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, auparavant, on le permettait. Moi, je pense qu'être adopté par un membre de la famille et être adopté par un inconnu, je préfère l'adoption par l'inconnu. Simplement parce que quand on est adopté par un membre de la famille, quand ça reste très national, si les familles sont en difficulté dans un pays, dans un environnement, c'est parce que quelque part, il y a une problématique dans cet environnement. Mmh. Donc, quand on ouvre à l'international, c'est pour pouvoir donner les chances aux enfants de pouvoir s'épanouir, s'évader, s'ouvrir finalement à autre chose, à d'autres opportunités.
Et le fait que vous aviez été déporté du Brésil pour la France et que finalement, ça s'est bien passé pour vous, je pense quelque part que oui, il y a des recherches que vous devez faire parce que vous voulez savoir qui vous êtes, d'où vous venez, mais que vous avez eu cette chance finalement d'être un homme, je vois très bien équilibré, donc qui avait reçu des valeurs, et qu'aujourd'hui, vous puissiez mener le combat pour ceux qui finalement auraient pu vivre le pire. Donc pour moi, oui, effectivement, c'est une chance. Donc, clairement, finalement, un enfant qui naît au Nigeria a déjà moins de chance qu'un enfant qui naît en France, puisqu'on considère déjà que c'est un problème potentiellement de l'environnement. Moi, je poserais la question à Arnaud lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, il estime que entre le fait de vivre avec le moins de chance, puisque c'est un peu comme ça que vous le dites, au Brésil, serait moins bien, en connaissant justement ses parents, son origine, serait moins bien que finalement de vivre avec des parents adoptifs sans connaître son origine. Parce qu'au-delà de l'adoption, il y a cette question de la reconnaissance de l'origine. Vous, comment est-ce que vous considérez la chose? Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous... Alors, on ne peut pas refaire le monde, mais si vous aviez le choix, on vous dit de connaître vos parents, connaître votre entourage, vos origines, peut-être de grandir au Brésil. C'est pas pour comparer puisque vous pouvez pas vivre de vie. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir une vie beaucoup plus équilibrée, émotionnellement, et peut-être à ne pas vous poser certaines questions par rapport à aujourd'hui de vivre très loin de chez vous? C'est très compliqué de réussir. Mais c'est très dur. C'est très dur. Moi, ce que je peux dire, c'est que au Brésil, on a un arbre qui s'appelle Ibira pitanga. C'est le nom qui a donné le nom au Brésil, le pau-brasil. Si on prend cet arbre-là qui pousse depuis des générations sur la terre sud-américaine, qu'on essaie de le planter à Paris ou en Bretagne, cet arbre-là, il ne va pas être épanoui, il va mourir. Il va peut-être mettre des stratégies en place, on peut mettre des serres, tout ce qu'on veut. Mais déjà, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. L'arbre va mourir, c'est pas son milieu naturel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déplacé l'arbre sans déplacer son monde, sa terre, la biodiversité, etc. Pour un être humain, c'est un peu pareil. Au Brésil, l'adoption nationale est en train, et d'ailleurs dans beaucoup de pays dits sources, donc les pays dans lesquels on a été chercher les enfants, beaucoup de pays ont fermé les portes à l'adoption internationale parce qu'ils se rendent compte que c'est pas sain pour l'enfant. Il y a une classe moyenne qui émerge dans nos pays qui veut adopter des enfants. Prenons le cas du Brésil, il y a environ 30 000 enfants qui peuvent être adoptés. Il y a 30 000 postulants à l'adoption et environ 5 à 8 000 enfants qui sont adoptables. Donc il y a une demande, il y a une vraie demande. Et d'ailleurs, c'est ce qui a créé un peu de déséquilibre dans les années 80-90 et le pic dans les années 2000. On va dire que dans les années 70, c'était plutôt l'Asie qui était touchée. Dans les années 80, l'Amérique du Sud. Et dans les années 90-2000, les pays de l'Est et l'Afrique. Et c'est cette forte demande qui a créé ces trafics, ces irrégularités dans nos dossiers. En 2005, il y avait 4000, la France a délivré plus de 4000 visas à des enfants en voie d'adoption. Ça fait quasiment une dizaine d'enfants qui arrivent tous les jours dans les aéroports français. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Justement, je souhaiterais avoir ton avis, Jessica, par rapport à ça, puisque là, on parlait justement du parcours. Un enfant qui a 6 ans découvre tout de suite d'abord le rejet de l'école, puisque ça a été le premier cas. À l'école, on te rejette, sale arabe, alors que tu n'es pas arabe. Oui, quand tu rentres à la maison... Booba, voilà. Booba, on disait aussi qu'il était aussi un peu... Voilà. Tu rentres à la maison... Et finalement, tes parents te disent « Ah, en fait, on t'avait adopté. » Et on lui présente comme des origines indiennes. Un enfant comme ça, comment il peut faire pour se construire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il se construise vraiment dans le mauvais sens finalement? Il a l'impression, parce que généralement quand on est rejeté de l'extérieur, c'est un peu à la maison qu'on essaie de se construire. Où on se dit, ok, là je suis avec les miens. Mais quand on rentre chez soi et que finalement on se dit, ah mais même chez soi, ce ne sont pas vraiment les miens. Comment est-ce que ça se passe dans la tête d'un enfant? Alors, c'est une question très intéressante. Il y a pas, encore une fois, c'est difficile de proposer une réponse unanime. Il y a presque autant de parcours d'adoption que de familles, que d'enfants. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'accompagnement psychologique des familles et des enfants adoptés, c'est assez récent. Ça veut dire aussi qu'il y a toute une génération de parents et d'enfants qui se sont retrouvés à se rencontrer sans qu'il y ait forcément de médiatisation par des équipes spécialisées. Parce que sur un plan psychologique, on le sait,
que ce soit au niveau des parents ou que ce soit au niveau des enfants. Il se joue énormément de choses dans cette rencontre qui est remplie de non-dits, de tabous, de répétitions de l'histoire. Et donc forcément, ça amène à parfois de grosses difficultés. Et combien de familles et d'enfants ont connu des drames émotionnels, affectifs, avec des séparations, des parents et des enfants qui aujourd'hui ne sont plus en communication, et surtout des enfants qui se sont construits très difficilement avec déjà cette notion d'avoir été abandonné. C'est souvent quelque chose déjà qui est assez complexe, dans lequel quand on doit se construire avec une telle histoire, surtout que le récit collectif met difficilement en avant, comme vos parents l'ont fait pour vous, la question du don. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que pour qu'une femme, parce que ce sont quand même majoritairement des femmes qui sont confrontées à cette question, et peu des couples qui sont confrontés à la question de devoir confier son enfant, c'est-à-dire que derrière cette idée-là, il y a quand même la question du contexte et de la précarité. À partir du moment où vous évoluez dans un pays dans lequel vous estimez que votre enfant a le moins de chances de survivre si vous le confiez à un organisme d'adoption, c'est-à-dire vous êtes en face d'un choix impossible, c'est devoir vous séparer de votre enfant pour lui offrir un meilleur destin. Il n'y a que la grande précarité et les contextes dans lesquels les pays dits en voie de développement, à l'époque, dans les années 80, 70, 60, 70, 80, il n'y a que ce contexte-là qui pouvait expliquer aussi l'immensité de la problématique de l'adoption. Donc, derrière les problématiques d'adoption, il faut aussi renvoyer la responsabilité des États. Et je crois que si dans les années 60, en pleine guerre de décolonisation, 70, 80, on était dans des grosses problématiques liées au contexte géopolitique de l'époque, et donc on pouvait comprendre. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie question à poser à nos dirigeants, c'est comment se fait-il que nos pays soient encore autant confrontés et laissent encore autant de femmes dans la nécessité de se poser la question de savoir est-ce que je peux éduquer mon enfant ou est-ce que je suis obligée de m'en séparer pour qu'il ait un meilleur avenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même souligner dans ce que vous évoquez la question du transgénérationnel. C'est quand même très fort ce que vous avez dit. C'est-à-dire que vous apprenez que vous avez été coupé de votre filiation. Vous avez été déraciné et coupé de votre filiation au même titre que certains de vos ancêtres afrodescendants. Vous avez été amené à vous développer sur une terre qui n'était pas la vôtre, sans pouvoir vous identifier aux ancêtres qui vous ont précédés. Et d'ailleurs, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que finalement, la question de ce qui se répète dans nos histoires personnelles et qui fait écho à nos histoires collectives, je trouve que le récit que peuvent faire les personnes dans votre situation est tout à fait révélateur. Et comme par hasard, ça touche des pays qui ont été majoritairement confrontés du fait de la colonisation à ces questions-là, devoir se séparer pour survivre, être contraint du fait d'une situation extérieure à nous, de devoir se séparer des personnes que nous aimons, et pour les enfants arrachés à leur famille, eh bien de devoir se construire dans un contexte de racisme, éloigné de ses racines et coupé de sa filiation. Donc moi, j'y vois en tout cas une vraie illustration de ce que peut être le trauma transgénérationnel. C'est-à-dire quelque chose qui se passe à une génération à l'instant T et qui va se répéter dans les générations suivantes et faire écho à la grande histoire. Donc, pour revenir un petit peu sur la question dont vous parliez, bien sûr qu'il s'agit là d'une construction presque impossible, puisque ça fait appel on convoque à cet endroit-là, dans ces histoires-là, tellement d'enjeux, des enjeux géopolitiques, des enjeux interpersonnels, des enjeux de trafic humain, des enjeux de comment se construire dans un contexte qui ne nous accueille pas dans de bonnes conditions non plus, puisque vous avez expliqué avoir été rapidement victime de racisme. Bien sûr que c'est extrêmement complexe et ça nécessite d'être accompagné. Oui, alors, tu as évoqué justement la question des enjeux de trafic humain et surtout d'ONG. Je vais revenir sur Miss Ingrid. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'ONG qui œuvrent surtout en Afrique. Vous savez, l'Afrique, c'est la forêt où tout le monde vient prendre ce qu'il veut. Ça, c'est la réalité. Et ces ONG-là, à chaque fois, profitent aussi parfois de la faiblesse des gens. C'est-à-dire que lorsqu'on a, je prends un exemple, si moi j'ai un petit 5 000 €, je peux vous assurer qu'il y a des coins, il y a des endroits, certainement en Afrique, où je vais aller, je vais proposer. Il y a des gens qui vont certainement me vendre leur enfant. Et est-ce qu'il n'y a pas une forme de marchandisation quelque part aussi, parfois par des ONG d'enfants? Je m'explique. Il fut un temps
nos ancêtres étaient esclaves, on les choisissait comme dans un marché. C'est-à-dire, non, lui, il n'est pas suffisamment musclé. Lui, je pense que ce sera le bon. Et il a fait référence à ça, hein. Le Et choix. aujourd'hui, on a l'impression que dès lors où ceux qui vivent en Occident ont suffisamment d'argent, ils ont la possibilité de faire le choix. Peut-être que M. Wellington envoyait plusieurs photos à des familles en disant « Regardez, quel est le bébé que vous préférez ?» Là où, en réalité, l'adoption d'un enfant, c'est quelque chose, je pense qui ne peut pas se faire de cette manière-là. Est-ce que vous avez remarqué potentiellement des ONG être un peu surmotivées d'une certaine manière, pour ne pas forcément dire que vous les avez attrapés en flagrant délit? Vous savez, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas les ONG, les associations, simplement parce qu'il y en a qui ont abusé. Ça, c'est toujours la problématique. Mais je voudrais aussi que vous... Moi, j'aime bien, je travaille très terre à terre. J'aime bien être sur le terrain. Et quand on parle, c'est vrai, il manque un encadrement dans toute chose qu'on fait. Si on n'encadre pas ce qu'on fait, il y a forcément des débordements. Et ce que vous dites, effectivement, le fait de se retrouver sans connaître son identité, sans savoir d'où on vient, sans savoir où on va, forcément, pour un enfant, c'est problématique. Surtout quand il a 7 ans, 8 ans, où on lui dit finalement, tu n'es pas de la maison. Les ONG, alors moi, je suis une ONG, mais j'ai décidé d'avoir une ONG par amour. Des fois, ça dépend de pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on met en place ce qu'on met en place. Moi, quand je travaille au Cameroun comme au Togo, où j'ai accompagné un orphelinat, c'est simplement parce que j'ai envie d'aider les enfants, j'ai envie de faire. J'ai envie d'abord, dans un premier temps, de leur apporter de l'amour. Parce que je dis toujours, quand il y a des gens qui viennent faire des actions précises, c'est-à-dire qui décident, par exemple, de nourrir des enfants sur une semaine. Donc, ils viennent vers moi en me disant, Miss, j'ai envie de poser une action, de faire un acte d'amour. Donc, je décide de te donner 3 000 euros, 1 000 euros pour pouvoir aider les enfants à manger sur un mois. Ou alors, j'achète des sacs de riz et tout ça. Moi, je leur dis toujours, oui, c'est très beau. Mais une fois qu'ils ont mangé, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Donc, je pense qu'il y a des ONG qui exagèrent. Il y a des ONG qui prennent de l'argent aux gens pour pouvoir, eux, évoluer. Je pense aussi qu'il y a des ONG comme la mienne, je vais le dire clairement, qui font par amour, parce qu'il faut aider. Mais où je continue à dire que pour moi, on doit aider les enfants, moi je le dis, à sortir de l'encadrement de nos administrations africaines pour pouvoir leur donner la chance d'évoluer ailleurs. Simplement parce que je pense qu'il y a tellement d'associations, il y a tellement d'enfants en souffrance et que si on doit rester dans le même pays, moi je parle par exemple du Cameroun, je suis camerounaise. Au Cameroun, on a combien de provinces? Dans chaque province, il y a combien d'associations d'enfants orphelins? Au Cameroun, il y a combien d'enfants de la rue, combien d'enfants qui traînent? Est-ce que vous pensez sincèrement que si c'était possible de donner la possibilité à ces enfants-là d'évoluer au Cameroun, on pourrait le faire? Je ne pense pas, moi, non. Mais alors là, je me permets d'intervenir parce que pourquoi pas? C'est-à-dire, quel est le rôle d'une institution étatique? C'est-à-dire, comment expliquer qu'en 2025, aujourd'hui, en 2025, le Cameroun, puisque vous citez ce pays, en soit encore à estimer que évoluer à l'extérieur du Cameroun est une chance par rapport au fait d'évoluer au Cameroun. Personnellement, je ne trouve pas ça normal. Et le problème avec la colonisation, c'est que on nous a attaqué symboliquement sur notre système immunitaire. C'est-à-dire que faire immunité, c'est être capable de protéger tous les enfants qui naissent sur le sol. C'est ça l'immunité d'un pays. Et ça commence par le fait d'avoir une figure étatique forte qui peut prévenir la survenue et accompagner des familles, la survenue d'incidents et accompagner les familles dès la conception jusqu'à la naissance, pendant la croissance. Donc ça veut dire financer un système de santé fiable, financer un système éducatif fiable et en fait penser que c'est sa population sur laquelle on peut s'appuyer. Or, le problème avec la colonisation, c'est qu'aujourd'hui, on observe quoi? Nous avons du mal à nous défendre, immunitairement parlant. Nous perdons des forces vives, c'est l'hémorragie. C'est-à-dire que énormément de jeunes estiment qu'il fait bon être ailleurs que chez soi et que nous avons tous une chance à nous développer ailleurs que sur le continent. Pour autant, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, puisque vous êtes la preuve qu'on peut être sur le continent, être une force et agir pour son continent. Mais encore une fois, là, en tant que psychiatre, vraiment, je convoque les États à cet endroit.
Oui, mais Pourquoi en 2025, nous avons encore autant j'ai la d'enfants qui estiment et de parents qui estiment que c'est une chance que son enfant grandisse? j'ai la réponse. Pourquoi? Parce que les gouvernements sont incompétents. Enfin, ça, j'ai envie de dire L'économie nous que le permet. c'est très clair. Les Mais gouvernements pourquoi sont l'économie ne nous le permet pas? Nous sommes le continent le plus riche du monde. C'est pas une question d'économie qui ne nous permet pas. Les gouvernements sont incompétents, ce ne sont pas des questions qui les préoccupent. Bien entendu que je ne vais pas laisser mes confrères camerounais parler du Cameroun en matière de gouvernement, parce qu'on sait ce qui peut venir par après, mais on va pas s'éloigner du sujet. Moi, j'avais une question surtout pour Arnaud. Est-ce qu'aujourd'hui, vos parents vous ont accompagné dans ce processus? Est-ce que finalement, vous vous êtes plutôt fait tout seul à vous dire, bon, c'est un défi qui est personnel, parce que eux se sont sentis un peu détachés. Comment est-ce que ça s'est passé? Non, c'est un défi personnel. On va dire que je les informe plus que je leur demande un soutien. Ouais, c'est une quête personnelle. Apprendre 36 ans après que les doutes qu'on avait vus sur place se confirment, c'est compliqué pour eux. J'imagine. Donc j'ai aussi, je suis papa, je suis adulte, je peux faire en sorte que je trouve des réponses à mes questions seul. Malgré tout, j'essaie quand même de les sonder pour savoir un petit peu, parce que les parents adoptifs, ce sont eux qui ont une vision des premiers jours, des premiers mois de nos vies. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger. Ils ont vu des choses, ce sont des témoins. Et je pense que tout à l'heure, on parlait de ça. Ils ont été un petit peu menés par le bout du nez, menés par la peur. Et que c'est des sujets qui sont très compliqués pour eux. Ils ont peur que l'enfant reparte dans le pays, qu'il ne soit plus aimé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc non, c'est une quête que je mène personnellement. Et puis, je suis en contact avec beaucoup de personnes adoptées d'Éthiopie, du Sri Lanka, de Colombie, beaucoup du Brésil, pour essayer d'avoir une vision beaucoup plus globale et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne remets pas forcément en cause l'adoption. Effectivement, quand je suis allé au pays, j'ai vu qu'il y avait des enfants dehors. D'autant plus qu'en 2014, il y avait la Coupe du Brésil. On était en train de nettoyer tout le Brésil et de mettre toute la poussière sous le tapis. J'ai vu ces enfants-là complètement ruinés à la drogue, etc. Je les ai vus. J'ai pu même, ça m'a traversé l'esprit, j'aurais peut-être pu être un de ces enfants, ou pas. Je vois que le Brésil se porte bien. Enfin, je vois qu'il y a des gens qui sont quand même très bien, dont la fameuse Luciana qui a ses 7 enfants, dont beaucoup sont en Europe, qui sont ingénieurs, etc. Il y a de la misère, c'est clair, mais voilà, on peut pas savoir quel était mon destin sur place. Donc moi, c'est vrai que foncièrement, je ne suis pas contre l'adoption. C'est tous les trafics, toutes les dérives que je dénonce. Ouais. Tout à fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez la position qui a été celle de vos parents qui avaient simplement envie d'avoir un enfant, on leur a fait une proposition, ils ont jugé que c'était intéressant, peut-être que c'était très compliqué en France, est-ce que vous avez essayé de vous mettre à leur place, ou aujourd'hui, puisque vous avez des enfants, vous savez ce que c'est le fait d'avoir un enfant, quand vous en cherchez, pour comprendre un peu leur démarche, et d'une certaine manière, finalement, ne pas les responsabiliser directement, et comprendre qu'ils ont eux-mêmes été, j'ai envie de dire, esclaves d'un système dont ils sont quelque part responsables, parce que s'il n'y a pas des finances, il n'y a pas le système derrière, mais que c'est malgré eux. J'ai essayé de me mettre à leur place quand j'ai ouvert mon dossier d'adoption et que je suis en quelque sorte rentré dans leur intimité, parce que je ne savais pas pourquoi j'avais été adopté. Je ne savais pas si c'était ma maman qui était stérile ou mon papa. Et j'ai lu ces lettres-là où ils doivent, comme lorsqu'on postule à une offre de travail, se survendre. Donc j'ai vu tout ça, je me suis rendu compte effectivement que faire famille, c'est important, et quand on peut pas faire d'enfant, ça peut parfois mettre le couple en péril. Je l'admets. Mais je peux pas m'empêcher de penser qu'on n'est pas des lots de consolation. C'est peut-être violent ce que je dis, mais
On Un n'est pas itinéraire d'étape. nous sommes pas les lots de consolation pour Européens dépressifs. C'est pas le but de l'adoption internationale. L'adoption internationale, c'est une mesure de protection de l'enfant. Avant tout, on cherche une famille à un enfant. On cherche pas un enfant pour une famille. Voilà ce que je peux dire. Non, c'est vrai que c'est très dur ce qu'il est en train de dire. Et l'exercice qu'il est en train de faire, je tenais quand même à vous applaudir parce que c'est pas évident. Parce que vous êtes, j'allais dire, le cul entre deux chaises. Vous avez une famille concrète qui vous a accompagné pendant plus de 30 ans. Et de l'autre côté, vous avez une famille potentielle que vous connaissez pas. Vous avez une origine qui est floue. Et c'est vraiment compliqué, délicat ce que vous êtes en train de dire et ce que vous êtes en train de faire. J'aimerais revenir en fait un peu sur ce que tu as dit, Lucchini, parce que c'est très important. Effectivement, nos gouvernements, je ne sais pas s'ils sont incompétents. Je sais Ils qu'effectivement... sont incompétents. Attends. Je sais qu'il y a des choses à mettre en place, clairement, pour éviter d'avoir justement des orphelins. Urgemment. Ouais, urgemment, je suis 100%. Après 40 ans de pouvoir, Christian, on peut dire que c'est de l'incompétence. C'est pas quelqu'un qui a fait un an ou 2 ans. Quand des gens ont fait 5 ans, déjà, c'est beaucoup. Et parce qu'il y a une question d'urgence. Et donc, les enfants sont censés être l'urgence. Mais visiblement, pour certains chefs d'État, le pouvoir est l'urgence. La protection, la dictature est l'urgence. Et pas l'enfance. Non, mais en fait, le mot... Disons que, si je peux me permettre, la première chose qu'on apprend à des personnes qui se forment pour devenir des dirigeants, c'est comment amener une population vers son abondance, en théorie. C'est-à-dire comment faire fonctionner un État autour d'une nation qui prospère. On est d'accord, hein, c'est en théorie ce qui est attendu d'une personne qui prend le pouvoir, d'un groupe qui prend le pouvoir, si on est en démocratie. Donc la question qu'on peut se poser, mais je pense que la réponse elle est toute trouvée, la question c'est véritablement pourquoi des personnes qui sont encore dans certains pays aujourd'hui en Afrique au pouvoir n'opèrent pas une politique qui mène les pays vers une véritable abondance. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que quand, depuis 40 ans, on occupe un pouvoir avec une population qui meurt de faim, des disparités, des questions de corruption, la question c'est qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Voilà. Et donc, moi, je connais, si vous voulez, l'idée, c'est pas de débattre de ça. Mon intention en disant cela, c'est que chaque personne qui écoute cette émission puisse se questionner, c'est-à-dire que l'intérêt, il faut se le rappeler, philosophiquement parlant, l'intérêt que chacun d'entre nous a à vivre en société, c'est à bénéficier du collectif. Si je suis moins avantagée à vivre en société qu'à vivre seule, alors je dois me poser la question de la société dans laquelle j'évolue. La société dans laquelle j'évolue ne joue pas son rôle. L'intérêt de former un collectif pour vivre en société, c'est de potentialiser les forces du groupe et de faire que tout le groupe bénéficie de l'ensemble des forces du groupe. Sinon, je suis dans une société corrompue qui s'assoit sur ma personne pour profiter de moi. Je suis dans un système de domination. Et c'est à chacun d'entre nous de se demander aujourd'hui, qu'on soit en Occident d'ailleurs, ou qu'on soit sur le continent africain, est-ce que je vis dans une société qui me propose un intérêt plus important à vivre dans mon groupe social qu'à ne pas y vivre. Si je ne peux pas répondre oui, alors je suis dans un système qui utilise ma force au profit de ceux qui la dirigent et pas au profit du collectif. Jusqu'à ce moment-là, on fait quoi ? C'est pour ça que je dis, j'arrête. Mais une question, les gouvernements, est-ce qu'ils vous accompagnent lorsque vous créez ce genre d'association ? Alors, moi, si le gouvernement m'accompagne techniquement, ne m'accompagne pas financièrement. D'accord. Il m'accompagne techniquement, c'est-à-dire qu'on me donne la possibilité d'aller et de faire ce que j'ai envie de faire. D'accord. Mais quelque part, je reviens encore sur quelque chose. Nous sommes la diaspora aujourd'hui, on fait partie de la diaspora. J'ai une fille, ma fille aimerait avoir une sœur. Jusque moi, je ne me vois plus forcément avoir des enfants demain, ça pourrait arriver, hein, on ne sait jamais. Et par moments, quand je vois des petites filles qui sont délaissées, abandonnées, comme ça, à la télé et tout ça, ou quand je me rends dans les orphelinats et que je vois des orphelins, je me dis, mais j'ai la possibilité d'en avoir plus. Je pourrais en avoir 4, 5. Je voudrais, sincèrement, qu'on me donne la possibilité, qu'on facilite ce petit transfert qu'on me donne la possibilité de pouvoir adopter les enfants, je le ferai. Mais attends, mais tu n'es pas la dépressive dont il a parlé là ? Non. Je le ferai, qu'on puisse me donner cette possibilité, simplement parce que je pense que
au-delà de toutes les difficultés qu'il y a autour, je suis capable de donner de l'amour à un enfant qui n'est pas forcément sorti de mes entrailles. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut juste qu'on se rasseye et qu'on trouve comment est-ce qu'on pourrait faire pour aider les enfants, que ce soit à la nationale qu'à l'internationale. Oui, parce que on C'est peut- l'encadrement qui est important. Ce n'est pas forcément... Alors, on déracine un enfant. Moi, je suis africaine, je suis camerounaise. Je suis née au Cameroun, j'ai grandi en France, j'ai évolué au Canada, je suis rentrée en France aujourd'hui, mais j'ai gardé mes racines africaines. Ça dépend de comment l'enfant a été éduqué, de ce qu'on lui a inculqué, de comment il a évolué. Je pense que pour vos parents, je vous ai posé la question tout à l'heure d'ailleurs, à quel moment ils vous ont dit que vous étiez adopté? Est-ce que quand vous êtes adopté, qu'est-ce qu'on vous donne comme document? Parce que moi, j'ai eu un cas une fois d'un bébé qui était très malade et on a essayé de le faire partir du Cameroun. Il y avait des parents qui étaient prêts à l'aider, cet enfant-là. Mais simplement parce que c'était malheureusement trop cadré, mais cet enfant est mort au Cameroun. Donc, je pense que... Alors, je comprends, mais le problème, c'est que si on ne met pas de cadre aussi, très vite, les abus arrivent. Le cas de M. Wellington, qui utilise son Mais est-ce marché. que c'est l'État qui nous donne cette possibilité? Moi, je trouve que c'est très facile souvent d'acculer. L'État, c'est quoi? C'est un président. Mais un président, C'est un il a président, un un gouvernement. Voilà, il y a un gouvernement derrière tout ça. Et malheureusement, la corruption ne vient pas que d'une personne. Tout à fait. Vous pouvez faire, le chef de l'État peut donner des instructions et qu'il suive. Moi, j'ai souvent eu des accords du chef de l'État pour les handicapés, parce que j'ai une association pour les handicapés. On m'a donné des subventions que je n'ai jamais reçues. Oui, à fait. alors je comprends tout à fait ce que vous dites, mais vous tout remarquerez, C'est tout un système, en fait. vous remarquerez Donc, quand même, oui. vous remarquerez quand même que vous n'allez pas voir un homme d'affaires nigérian comme Aliko Dangote qui va se dire, bon, j'ai envie d'aller adopter un petit enfant français. C'est toujours dans un seul sens. Pourquoi c'est toujours dans un seul sens? C'est que nos États ont un problème. Oui. Donc, que vous puissiez dire, oui, on a donné l'argent corruption, il n'y a pas de souci. Mais si ça fonctionne que dans un seul sens, c'est que nous sommes en échec. Et pour revenir sur le cas, vous disiez sur les enfants, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Kwame Nkrumah, lorsque il y a l'indépendance du Ghana, sa première priorité, c'est de mettre des écoles partout au Ghana parce qu'il faut scolariser les enfants. Exactement. Aujourd'hui, on se retrouve en 2025, un pays comme la RDC, c'est plus de 10 millions d'enfants non scolarisés. Non, mais c'est une vraie question. Ce que vous disiez tout à l'heure sur l'énergie à donner à un enfant que vous ressentez, c'est très beau, c'est très louable. Et d'ailleurs, vous le faites aussi à travers vos associations. Mais c'est vrai que j'ai eu cette discussion un jour avec des amis qui me disaient, mais cette énergie que les parents adoptants ont eue en France dans les années 70-80, ils auraient pu l'avoir aussi en contribuant au sein même du pays pour faire en sorte que ces enfants grandissent dans de meilleures conditions. Là, il y a vraiment, quand même, dans le phénomène de l'adoption internationale, quelque chose que monsieur souligne clairement, c'est ce besoin quand même de faire venir à soi un enfant pour combler un besoin. Et c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en thérapie quand on accompagne des familles, c'est qu'il y a ce qu'on appelle cette phase de désillusion mutuelle, c'est-à-dire le fantasme qu'entretient le couple adoptant sur cet enfant qui est censé venir régler un certain nombre de problématiques au sein du couple, et puis chez l'enfant qui, en fonction de son âge, peut aussi s'attendre à arriver dans un endroit plein d'imaginaire, etc. Et cette rencontre ne se fait pas toujours. Et c'est vrai, dans le sens, si on suit le sens de l'altruisme, de ce que c'est que l'altruisme, le véritable altruisme, se mettre au service de quelqu'un parce qu'on veut le voir aller mieux. Alors pourquoi ne pas le faire dans son pays? Pourquoi avoir besoin de le déraciner pour ça? Je dis pas que, attention, je ne veux surtout pas porter de jugement, c'est juste qu'un jour, cette réflexion est venue à moi, c'est une réflexion que je n'avais jamais eue parce que je considérais que c'était une évidence que l'adoption était quelque chose de salvateur pour l'enfant, quoi qu'il en coûte. Et le fait d'avoir eu cette réflexion m'a permis de nuancer cette vision. Donc, je trouve intéressant qu'aujourd'hui, peut-être, voilà, les téléspectateurs vont pouvoir nuancer eux-mêmes Et ce point de vue. je pense que, pour revenir rapidement à Arnaud, pour aussi clarifier un peu le propos, que ce ne soit pas mal compris sur ce qu'il explique, c'est qu'il y a d'un côté, comme le disait Miss Ingrid, il y a une jeune fille qui quelque part souffre et il y a peut-être une envie d'aider, mais finalement vous tombez quand même un peu dans le panneau. Pourquoi? Parce que
vous-même avez dit que vous avez ressenti le besoin parce que votre fille a besoin d'avoir une sœur. Mhm. Est-ce que finalement, c'est dans le but d'aider cette fille-là que vous allez prendre ou c'est dans le but de répondre aux besoins de votre fille? Ce que justement évoquait Arnaud tout à l'heure, on a un couple de personnes qui ne pensent pas principalement à l'enfant, mais qui pensent à leurs besoins pour combler le vide qui existe dans leur famille. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Simplement parce que je pense que je comble un besoin a besoin d'être comblé à un moment donné, qu'on le veuille ou non. Mais là, on va quand même plus loin que ça. Toute femme a envie de pouvoir procréer, avoir un enfant. C'est quelque chose qui est en nous. On est d'accord. Il peut arriver dans un couple que une famille ait du mal à avoir un enfant. Et que finalement, l'adoption leur permette de pouvoir donner l'amour qu'ils ont, de le redonner à un enfant. Je ne vois pas où est le problème par rapport à ça. Maintenant que cet enfant vienne du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, à partir du moment où cette famille apporte à cet enfant l'amour qu'ils ne peuvent pas donner à un enfant parce que finalement, ils ne peuvent pas en avoir, pour moi, sincèrement, je ne vois pas où est le mal. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, ma fille aimerait avoir une sœur. Ça ne veut pas dire forcément que je ne peux pas en faire. Je peux faire une sœur à ma fille. J'ai la possibilité de faire des enfants. Mais Pas je me forcément une sœur. dirais, non, je Vous me n'avez dis, pas le choix sur le au fait de lieu, l'expression. au lieu de porter un autre enfant tout de suite, ou peut-être que j'ai même plus envie de porter d'enfant, il y en a qui ont besoin d'aide. Il y en a à qui je pourrais redonner cet amour. Pourquoi est-ce que je ne donnerais pas cette possibilité à un enfant? C'est ce que je veux dire. Cette C'est pas que opportunité. forcément, oui, cette opportunité. C'est pas que forcément je veux combler. Non, j'ai D'accord. une fille, 2 garçons. Donc j'en ai eu 3. Oui. Mais si je peux, je peux prendre une fille, 2, 3, et décider de leur donner de l'amour et d'en faire mes enfants. D'accord. Vous vouliez rebondir, Arnaud, je crois. Oui, j'entends. Pourquoi, dans ce cas-là, passer par de l'adoption plénière où on va rayer toute la filiation de l'enfant? Là, dans ce que j'entends, c'est, vous l'avez dit, j'ai vécu au Canada, en France, mais j'ai un bagage qui est ancré en moi. C'est ça dont je parle. C'est cette coupure avec l'environnement d'origine qui peut être très dur. Voilà, c'est la première chose. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'encadrement. Et c'est ce que je lui ai posé tout à l'heure. La première question que je lui ai posée, c'était comment est-ce que ça s'est passé au moment de l'adoption? Est-ce qu'on lui a donné une partie de son histoire pour qu'il sache au moins qui il est, d'où il vient? Donc, ce n'est pas l'adoption qui a un problème. Ce n'est pas le fait de vouloir combler un vide. C'est pas ça. C'est comment c'est encadré. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les possibilités qu'on met en face pour pouvoir le faire, pour pouvoir accompagner ces familles-là? Parce que je vais vous dire, j'encadre les orphelins, j'encadre les enfants de la rue. Les enfants de la rue, c'est pas des orphelins systématiquement. Il y en a qui sont orphelins et qui se retrouvent à la rue. Mais il y en a qui ne sont pas orphelins, mais qui sont dans la rue. C'est très grave. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des familles qui sont incapables d'encadrer leurs enfants. C'est pas forcément une histoire de société, de gouvernement, non. Il y a des parents qui ont des enfants et qui, par la force des choses, un parent va aimer un enfant plus qu'un autre. Par la force des choses, un parent va être séparé, un père, une famille monoparentale, ok, ou une famille recomposée. Et du coup, il y a des... Place de l'enfant. Exactement. Et du coup, l'enfant part, il quitte, il se retrouve orphelin, mais pas forcément parce qu'il a pas de parents. Il a des parents, mais il est orphelin parce que finalement, il n'y a pas cet encadrement éducatif, il n'y a pas cet encadrement spirituel, il n'y a pas cet encadrement qui permet qu'il se retrouve en sécurité dans son cocon familial. Et donc, il quitte ce cocon familial. Donc, D'accord. à un moment donné, moi, je pense que la problématique, ce n'est pas comment dire ça, l'adoption. La problématique, c'est La vraiment manière d'adopter. la manière d'adopter, l'encadrement. Je pense que c'est ce qui soulève aussi. C'est Il parle de exactement. filiation. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup cheminé là-dessus. Quand je parlais d'accompagnement psychologique des familles et des familles, donc les parents et les enfants en parcours d'adoption, on sait que il est vraiment préférable d'inclure au maximum toute l'histoire, toute la culture et de pouvoir offrir à l'enfant la possibilité de se construire en connaissance de cause. Et de surtout pas couper l'enfant de son bain culturel. Ça, c'est des choses qui paraissent presque évidentes aujourd'hui, mais à l'époque, on avait presque un discours un peu inverse, justement parce que c'était souvent sous-tendu par l'idée et la crainte que l'enfant retourne un jour et qu'il puisse repartir dans les peurs inconscientes. Et donc aujourd'hui, on sait que
on améliore vraiment les chances d'épanouissement de l'enfant si on l'inclut au maximum dans la compréhension de son histoire. Alors, une question, Christian. Est-ce que aujourd'hui tu pourrais adopter un enfant? Oui, je pense que je pourrais adopter un enfant. Alors, pourquoi? Enfin, en fait, c'est vrai que la discussion qu'on a eue aujourd'hui m'a permis de voir beaucoup de choses. Tu disais, tu as eu le temps de réfléchir à la question. Clairement, l'État pourrait mettre en place en fait des alternatives qui permettent justement à l'enfant de grandir dans son pays d'origine ou d'être accompagné. Et l'adoption doit être régulée en fait. Et moi, personnellement, oui, je pourrais adopter des enfants. Et je vais te dire même une chose, je l'ai fait, j'ai adopté des enfants. J'ai plus de 30 enfants. Alors comment j'ai fait? Je suis professeur. Et je vais vous dire la vérité, moi ce que je dis souvent aux parents, je leur dis, vous savez, vos enfants, ce sont mes enfants au premier lieu. Et je leur donne l'éducation que j'aurais aimé recevoir. Et finalement, avoir un enfant, c'est être capable d'accompagner, lui transmettre des valeurs. Et ça, je le fais depuis des années, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ça. Et j'aime la transmission. C'est pour ça que quand j'ai bien écouté attentivement ce que vous avez dit, Arnaud, et dans votre histoire, j'ai vu que vos parents, ils ont fait le job. Moi, quand je vous écoute, j'entends et ils ont fait le job. Et je sais que je me mets à leur place et ils doivent se sentir aussi un peu coupables. Il doit y avoir un petit sentiment un peu coupable. Et vous l'avez mentionné, la plupart du temps, quand il y a des histoires où justement vous prenez un enfant, vous l'enlevez de sa famille, il y a beaucoup de cassures. On parlait du type d'adoption. Il y a beaucoup d'Africains qui amènent justement un cousin dans la famille. La plupart des histoires, et j'aimerais aussi que l'audience des funérailles des tabous puisse en commentaire raconter leur histoire. Parce que la plupart du temps, ça finit mal. C'est-à-dire, vous amenez un cousin, il grandit de 10 jusqu'à 19 ans, il grandit, et à un moment, il y a une cassure complète. Cassure complète avec sa famille adoptive, qui fait partie de sa famille, parce qu'on est toujours dans l'affiliation, et avec sa famille qui est restée peut-être au pays. Et donc, c'est vraiment dur. Moi, je les vois, ces histoires, j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Et donc, je me dis, ça va au-delà de l'affiliation. Et j'ai l'impression, quand je vous entends, j'ai l'impression que vos parents, ils ont fait le taf. J'ai l'impression qu'ils ont fait le travail. Et eux aussi, j'ai l'impression que ce que vous ressentez, ils le ressentent aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se disent, j'ai peut-être fait une bêtise, je sais pas si j'ai fait j'ai essayé de l'éduquer et je me rends compte peut-être que j'ai fait une bêtise. Et moi, je les connais pas, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'ils ont fait le taf. C'est ça que je tenais aussi à dire. Jessica, pour adopter un enfant? La question, non, moi j'aspire, si vous voulez, à un moment donné, à ce que tous les pays au sein desquels l'adoption a été et est encore malheureusement parfois monnaie courante, que ça ne le soit plus. Quand on parle d'adoption, on parle d'abord de la précarité sociale qui amène des familles à se séparer de leurs enfants pour leur survie. Lutter contre la précarité sociale, c'est enrayer en quelque sorte le phénomène d'adoption. La France n'est pas épargnée par cette question puisqu'il y a des enfants qui sont dans des parcours d'adoption. Et souvent, ce qui est à l'origine de la séparation, c'est des situations dramatiques liées à des histoires de vie difficiles ou à de la précarité. On connaît ces facteurs-là. Je suis professionnelle de santé, on les connaît. Nos États connaissent les facteurs qui prédisposent une femme ou un couple à devoir se séparer de son enfant pour lui permettre une meilleure chance de survie. Donc c'est un appel que je fais véritablement à nos États de prendre leurs responsabilités, d'enrayer l'hémorragie qui touche nos pays sur notre continent concernant la jeunesse qui est parfois livrée à elle-même lorsque les parents ne peuvent pas faire accomplir leurs tâches, mais aussi que le système éducatif ne peut pas le faire. Quand on parle du nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés, en prenant l'exemple par exemple de la RDC, la question de devoir adopter un enfant ne se poserait pas si on vivait dans une société qui était prospère et qui restituait à ses citoyens le juste tribut de ce qu'elle mérite.
Arnaud, vous-même, est-ce qu'aujourd'hui, vous serez capable d'adopter un enfant? Je serais capable d'adopter un enfant en allant dans le pays d'origine. Ça peut paraître fou comme ça, mais je préfère me déplacer dans le pays et ne pas arracher l'enfant de son environnement. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'adoption internationale est en chute libre. Aujourd'hui, on est à une centaine d'enfants adoptés en France. Parce que les pays ont fermé les portes, parce qu'on a du recul depuis les années 50. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Joséphine Baker et sa tribu arc-en-ciel. Elle avait 2 enfants de toute origine différente, de toute spiritualité différente. Elle a fait la promotion de cette pratique-là. On en est loin aujourd'hui. On est à 100 enfants à peine chaque année. Et avec tous les scandales qu'il y a eu, ça a terni l'image de l'adoption. Mais les gens aussi ont pu se rendre compte que on peut donner de l'amour à un enfant, certes, mais il faut que les choses soient cadrées. Et on a le corpus de textes aujourd'hui qui permet de cadrer l'adoption internationale. Et c'est parce que les pays s'alignent sur ces textes-là que l'adoption est en chute libre. Alors, ma dernière question, parce qu'on va en fait sur la fin. Aujourd'hui, est-ce que vous, de votre côté, vous essayez maintenant de mettre en place quelque chose pour accompagner les autres, qui sont peut-être dans ces situations, pour éviter que d'autres enfants subissent quasiment la même chose que vous avez subi finalement? Ces enfants-là dont on parlait dans les années 80 ont aujourd'hui 30, 40 ans. Et on pourrait, je vais parler à titre personnel, c'est pas une lubie, c'est pas un enfant ingrat qui parle, c'est une personne qui veut justement connaître ses origines et comprendre comment des flux aussi importants d'enfants ont pu arriver en Europe. Et oui, il y a des choses très, très pratiques. Il y a eu en 2023-2024 des enquêtes, des missions interministérielles que la France a menées sur les pratiques internationales en France, qui a relevé des pratiques illicites très troublantes. Donc moi, ce qu'on porte, c'est une ouverture officielle en France et dans nos pays sources sur les pratiques illicites de l'adoption. Mais ça met beaucoup de temps à être mis en place parce que, on le disait tout à l'heure, ça concerne des juges, ça concerne vraiment toute une caste politique qui a adopté aussi des enfants. Parce je disais tout à l'heure que les parents adoptants étaient des personnes de classe moyenne, voire classe aisée. Ils ont du réseau. On pense à l'affaire Johnny Hallyday qui a adopté une petite fille au Vietnam. Bernadette Chirac était venue débloquer un peu la situation. Donc voilà, il y a ça. Il y a des dérogations pour avoir des tests ADN. Aujourd'hui, les tests ADN sont interdits en France. Nous, c'est notre seul outil pour vraiment retrouver notre famille biologique. Il y a le désarchivage des dossiers qui est très long, très complexe. Il faudrait qu'on puisse avoir un relais en France, brésilien par exemple dans mon cas, pour pouvoir avoir accès à mon dossier d'adoption brésilien. Il y a l'accompagnement sur l'identité, la mise à jour de notre identité. Dans beaucoup de pays, en tant qu'enfant adopté, quand je rentre au Brésil, il faut que mes papiers brésiliens soient en règle, mon passeport, ma carte d'identité. Je ne parle pas la langue, etc. Comment ça se passe? Donc, Dieu merci, j'ai réussi à le faire. J'ai même mes filles qui ont la nationalité brésilienne. Donc, ça c'est carré, mais pour beaucoup de personnes, c'est une montagne. Il y a un soutien juridique, économique, psychologique qui doit être mis en place. Des cours de portugais, de culture dans les consulats de nos pays. Des ouvertures de cellules de recherche des origines dans les consulats. Par exemple, les consulats au Brésil, à Paris et à Marseille, il faudrait qu'on ait ces structures-là. Des plateformes peut-être où on puisse déposer nos avis de recherche. Parce que ce n'est pas 2-3 familles qui recherchent des enfants perdus au Brésil, c'est des milliers de mamans qui recherchent des enfants. Et puis aussi, j'ai envie de dire, des excuses officielles de l'État. Voilà, je pense De l'État. de l'État français et de nos États d'origine. Je pense aux enfants réunionnais de la Creuse. Voilà, c'est les mêmes luttes. C'est les mêmes luttes. On demande des réparations, des excuses publiques.
En tout cas, merci Christian. Ton dernier mot par rapport à ce sujet, tu découvres finalement tout ce qu'il y a autour de ces sujets d'adoption-là. Ce n'était peut-être pas la perception que tu avais avant et peut-être qu'aujourd'hui c'est différent. Qu'est-ce que tu Ouais, peux en dire? bien sûr, cette discussion, elle est plus qu'enrichissante. Même moi, elle m'a permis de soulever des tabous internes, des choses que je ne voyais pas ou que je voulais pas voir. Euh, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que l'adoption, c'est positif. Grâce à Arnaud, je vois aussi l'envers du décor. Je vois aussi que il y a une blessure identitaire qui peut créer une sorte de vide. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas réalisé. Alors, merci pour ton partage, ton témoignage. Et c'est vrai que je vois qu'au-delà des efforts de Miss Ingrid et de son ONG, on a besoin d'aide, besoin d'un gouvernement fort. J'espère que ces gouvernements pourront aussi réagir. On voit qu'il y a une réaction au niveau des chiffres, mais je pense qu'il y a encore besoin de structures pour éviter que les enfants orphelins ne deviennent finalement des enfants de la rue. Voilà. Et Jessica, ton dernier mot aussi par rapport à ce sujet. Je pense que c'est important, effectivement. Merci déjà pour ce témoignage très touchant. Merci Miss Ingrid également de nous faire part de ce que la force de la diaspora peut amener à notre continent et aux enfants, en l'occurrence, là, qui bénéficient de toute cette énergie qu'on sent en toi pour les aider à grandir et à être de véritables forces vives. Je ne peux me résoudre à penser que ce n'est pas forcément le rôle des ONG de jouer cette fonction. C'est véritablement là, pour moi, le rôle de la population soutenue par une structure étatique qui fait son travail véritablement. Et donc, ce que je souhaite pour tous les pays qui ont subi le fait d'avoir pu comme ça être... j'ai envie de parler d'un peu d'invasion, de rafle presque, qui ont continué de subir des rafles à travers ce genre de pratiques, mais parce que finalement, ne bénéficiant pas d'un système immunitaire suffisamment fort pour se protéger contre ce genre de dérive. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de dérive mafieuse aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on peut imaginer des rafles d'enfants dans les maternités françaises qui termineraient au Brésil, dans des familles brésiliennes ? Même dans les années 70, si on retourne... Non, bien sûr que non. Mais donc, ça parle de la façon dont les États de nos pays qui sont encore considérés en voie de développement, arrivent ou pas à se protéger et à se prémunir de ce genre de dérive. Et donc, c'est là tout l'enjeu que nous avons à braver si nous souhaitons redevenir des nations souveraines. Merci. Miss Ingrid, votre dernier mot pour toutes les personnes qui ont des ONG comme vous, des gens qui souhaitent aussi vous soutenir et vous accompagner, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors, je commencerai par dire que ce n'est jamais facile pour une maman d'abandonner son enfant. Pour nous qui avons porté un enfant 9 mois, je pense que quand une maman ou quand une famille, un couple décide d'abandonner son enfant, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix, je le crois. Je pense que c'est pas non plus aujourd'hui aisé de vivre en Afrique pour des familles, des grandes familles, comme on les appelle, les familles nombreuses en France, avec la conjoncture actuelle, surtout au niveau de l'Afrique. On n'a pas les mêmes situations, on n'a pas les mêmes problématiques qu'en Europe. Tout à l'heure, vous parliez des parrainages. On pourrait aider un enfant en étant d'ici. C'est ce que je fais, c'est ce que certains parents font quand on décide d'être parrain, marraine comme je le suis. C'est-à-dire qu'on décide de donner un 20 € par mois, un 30 €, un 10 € qui malheureusement ne se retrouve pas toujours dans les mains de cet enfant qui en a besoin. Donc aujourd'hui, je priorise d'aller aider sur place que de prendre mon argent et de donner comme ça à la volée, ne sachant pas ce qu'on en fait, où ça va. Hier encore, je proposais à quelqu'un qui est très proche de moi qu'il aurait fallu qu'on mette en place des coups de pouce d'une manière mensuelle où on irait directement dans ces orphelinats, faire des actions, être sur place pendant que ça se passe, que de deviner comme ça, à se dire que ce mois-ci, on est d'ici, on envoie une somme. Je voudrais te parler à la diaspora. J'aime bien ça. Souvent, je leur dis, n'oublions pas d'où on vient. Parce que nous, on a eu cette chance, je reviens sur ce que disait Christian, de pouvoir être ici aujourd'hui, mais on vient de quelque part. Et souvent, quand on sait d'où on vient, on sait aussi où on va. On n'a pas été orphelin, c'est une grâce pour nous. Mais je pense que
on doit apporter d'une manière ou d'une autre notre contribution justement à ce que l'État ne sait pas faire ou à ce que l'État n'est pas en train de faire. Si on continue à pointer du doigt où il y a la problématique, on ne va jamais résoudre la problématique en elle-même. Il faut qu'on trouve les moyens justement de pouvoir aider ces enfants-là. Je dis souvent que 1 euro fait la différence. Trouvez le moyen 1 fois par mois d'aider un enfant qui est dans cette situation-là. Choisissez un orphelinat. Si chacun de nous en choisit un, où il peut donner 10 euros par mois, ça pourrait aider ces enfants-là à s'accomplir, à évoluer, à continuer à grandir et à éviter justement qu'ils se retrouvent à être adoptés par X ou Y, Z parce que ça ne fonctionne pas. Je vais revenir sur ce que Christian a dit. Je pense que nos parents ont adopté des enfants sans les adopter sur le papier. Parce que on a beaucoup de cousins qui ont vécu avec nous parce que les parents ne pouvaient pas. On a beaucoup de voisins même. Je sais que moi, j'ai eu des voisins que ma mère a nourris pendant des mois parce que leur maman n'était pas en capacité, mais qui, à la fin, ne reconnaissent pas qu'ils ont été aidés. Et donc, finalement, ça décourage certaines familles, certaines personnes à continuer à aider parce que finalement, ils ont l'impression que ce n'est jamais reconnu à juste titre. Et c'est pour ça que quand Christian disait tout à l'heure que vous avez l'air d'être quelqu'un d'équilibre, enfin, d'être équilibré, d'être accompli, donc que vos parents ont fait le job, on doit reconnaître que l'adoption permet, d'une manière ou d'une autre, de faire sortir certains enfants de la difficulté, des grosses problématiques. Et donc, je finis en disant, trouvons juste le moyen d'encadrer, trouvons le moyen de continuer à tenir la main à ces ONG, à ces associations, à ces familles qui sont en difficulté. Et j'espère que l'adoption ne perdra pas complètement ses valeurs. C'est ce que je pourrais dire. D'accord. Trouvons le moyen de tenir la main et de les surveiller aussi, ces ONG. Exactement. En tout cas, Arnaud, votre dernier mot pour potentiellement un jeune garçon ou une jeune fille qui serait à peu près du même parcours, qui peut-être aussi est en train de se chercher, en train de chercher ses origines, ses parents. Votre dernier mot aussi pour ces parents-là qui souhaitent adopter parfois dans des réseaux flous et bien entendu, votre mot aussi pour vos propres parents. Alors, pour une personne en recherche, je lui dirais de ne pas douter, de suivre son instinct. J'ai tendance à dire que c'est un parcours qui est quand même, certes, compliqué, mais qu'on a eu quand même, d'une certaine manière, des valeurs, des choses qui nous permettent, comment dirais-je, j'ai pas envie de pas renier, d'être fier de ce qu'on est. Voilà. Parfois, on peut avoir honte de prononcer ce mot « je suis adopté » parce que c'est notre histoire qui se cache derrière. Et je crois qu'il faut assumer totalement ce qu'on est et ne pas, c'est mon avis, aller contre nos parents. Bien évidemment, quand il y a eu la maltraitance, etc., c'est autre chose. Mais on est dans le même bateau. Et effectivement, il faut saluer aussi ces parents qui ont fait le job. Qu'on soit adopté ou pas, être parent, c'est une épreuve. Donc là-dessus, on est clair. Moi, je voudrais avoir une pensée pour toutes ces mamans. Il ne faut pas oublier les papas qui se sont vus arracher leurs enfants. Pour toutes ces mamans qui les recherchent depuis des années, qui ne savent pas où il est, s'il est mort ou pas. Donc, une grosse pensée à elles. Et puis voilà, je voulais vraiment terminer en parlant de ces femmes qu'on invisibilise. On ne leur donne pas la parole et elles-mêmes, parfois, se brident. Elles ont honte d'avoir adopté, d'avoir laissé leur enfant. Et c'est une souffrance qu'elles portent toute leur vie et qui ont des conséquences sur leurs enfants, j'ai des contacts avec des femmes qui sont détruites. Donc voilà, je voulais un petit peu leur rendre hommage aujourd'hui aussi. Il y a un mot il y a un appel que tu voudrais faire, parce que là, je vois bien qu'il y a quelque chose de très profond. Et il y a peut-être un appel, tu sais, les funérailles des tabous, c'est pas que juste une discussion.
il y a peut-être un appel que tu peux faire qui sera relayé. Il y a peut-être des choses que tu veux dire à une personne. Et donc, n'hésite pas, profite-en parce que... Moi, j'invite à toutes les personnes qui sont adoptées du Brésil et de Fortaleza à me contacter. J'ai une page Instagram qui s'appelle Arnaud Procura Sua Mãe, Arnaud recherche sa maman. S'il y a des circonstances similaires, je vous invite à venir me contacter. Et on cherche aussi des avocats pour nous accompagner dans cette démarche-là. Parce que beaucoup ne savent pas par quel bout prendre le dossier. Il est trop complexe. Il date depuis trop longtemps. Donc voilà, je cherche aussi des personnes qui peuvent nous accompagner sur ce pan juridique là. Désolé, dès que j'aborde la thématique des mamans, ça me... Non, on comprend. Non, ne vous excusez pas, c'est normal. C'est quelque chose. Ça fait écho, quand même, j'en profite pour le dire, parfois, l'appréhension que beaucoup de femmes afrodescendantes peuvent avoir à faire un enfant. Je rencontre beaucoup de mamans qui me font part ou de mamans ou de femmes qui sont en âge de procréer, qui me font part d'angoisse de se voir arracher leur enfant. C'est quelque chose qui est assez fréquent dans la communauté afrodescendante et je fais directement le lien avec, là encore, une blessure transgénérationnelle qui a transité à travers notre communauté sur plusieurs décennies. De ces situations où beaucoup de femmes se sont vues arracher leurs enfants par quelque moyen qu'ils soient. Et donc, on voit bien quand même, en entendant toute cette souffrance transportée par l'histoire, qu'on est vraiment en plein dans ce qu'on peut appeler l'écho à la douleur transgénérationnelle. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, empêche même des femmes et des couples de se lancer dans des projets pour avoir des enfants, tellement l'angoisse est très forte. Il y a des solutions, on peut lever ces douleurs transgénérationnelles et ce parcours de recherche que vous faites, on souhaite en tout cas qu'il puisse véritablement aboutir. Parce que voilà, on sent à quel point c'est... En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Les amis, vous aurez compris que le sujet d'adoption, ce n'est pas un sujet simple. Si vous êtes en tout cas sur le point d'adopter, assurez-vous au moins de garder une certaine filiation de la personne que vous adoptez parce que vous n'adoptez pas un objet et c'est une personne qui aura vie, qui résonnera demain et pensez à l'impact que tout cela peut avoir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur les funérailles des tabous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se dit à très bientôt dans une prochaine émission. Au revoir.